Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 4 mai 2020. Bienvenue dans À l'air libre. Salut Mathieu, comment ça va? Quel est ton programme? Ça va bien, merci. Dans la deuxième partie d'À l'air libre, nous recevrons l'autrice et activiste Maboula Soumaoro, universitaire à Tours, autrice donc récemment d'un très beau livre sur l'identité noire, son identité noire en France. On parlera bien sûr des mouvements contre les violences policières, de ce qu'est être noir en France aujourd'hui et de notre déni collectif face au mécanisme du racisme. Et d'ailleurs, dans la première partie sur ce même sujet du racisme, plus précisément du racisme dans la police, on revient sur cette enquête de Mediapart en partenariat avec Arte Radio. Nous avons eu accès à des dizaines de messages audio échangés par des policiers sur WhatsApp. Nous en publions des extraits et Camille Polony nous racontera son enquête. Ces messages audio, bien sûr, revêtent un caractère raciste, antisémite, homophobe et sexiste. Ensuite, la course aux armements. Est-ce qu'elle s'est calmée pendant cette pandémie de Covid-19? Eh bien non, pas du tout. Bien au contraire, les grandes puissances ont donné dans la surenchère et le grand n'importe quoi. François Bonnet nous explique tout. Et puis un groupe français, incarné en réalité tout entier par le chanteur Walter, chantera son titre Louise pour À l'air libre. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: covid@mediapart.fr pour vos documents et infos d'intérêt général et alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages. À l'air libre numéro 53, c'est parti. Ce n'est pas nouveau, ça a déjà été documenté, preuve à l'appui, et pourtant, à chaque fois qu'on entend des propos racistes, sexistes, homophobes, antisémites dans la bouche de policiers, ça fait le même effet de sidération. Mediapart, en partenariat avec Arte Radio, a eu accès à des dizaines de messages audio d'un groupe WhatsApp de policiers. Pour en parler, j'accueille Camille Polony. Salut Camille. Bonjour Valentine. Tu signes donc cette enquête intitulée Bougnoul, nègre, fils de pute de juif quand des policiers racistes se lâchent. Alors avant d'en discuter avec toi dans le détail, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, écoutons des extraits de ces propos. J'ai saisi mon téléphone, j'ai écumé pendant pratiquement 6 heures tout ce que je pouvais. Je pense que ça a été l'une de mes pires journées dans la police. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale, il faut qu'il crève ces chiens. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Bon bah sinon ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Là où nous, les nationalistes racialistes, on doit être assez malins, c'est en gros laisser le combat intersectionnel les obliger à s'exterminer entre eux, toi. Quand les féministes, les LGBT, les juifs, les bougnoules, les nègres, qui sont pas musulmans, tout ça, vont commencer à se bouffer la gueule entre eux. Tu manges ton popcorn, tu regardes la télé, tu aiguises tes armes et en fait, quand ils se sont bien affaiblis, tu achèves les bêtes. Et ce n'est qu'un échantillon des propos qu'on peut entendre dans l'intégralité du podcast qu'on peut écouter donc sur le site d'Arte Radio et sur le site de Mediapart. Camille, le policier qui parle au début est un policier qui, lui, n'a pas supporté les propos de ses collègues. Tout à fait. En fait, le policier qui parle, qui témoigne dans ce documentaire sonore et aussi dans notre article, est un policier qui était en poste au palais de justice de Rouen. Hein, donc il fait partie d'une unité qui surveille les audiences, qui s'occupe des transferts entre les différents services du palais. Un jour qu'il était dans une guérite du palais de justice avec un collègue, il a vu s'afficher son nom sur l'écran de son collègue et a demandé ce que c'était. Son collègue a accepté de lui montrer des échanges et il s'est rendu compte qu'il y avait des dizaines et des dizaines de messages partagés dans un groupe privé tenu par leurs collègues, certains de leurs collègues qui échangeaient des propos de nature raciste, antisémite, sexiste, homophobe, et ce pendant de longues minutes, de longues heures d'échanges et de conversations entre eux. Et je précise que ce policier est noir. Tout à fait. Et qu'il a découvert lui-même être la cible de ses propos. Tout à fait. Il y a des propos qui le concernent directement et d'autres qui sont des considérations, on va dire, plus générales sur l'état de la société française, la race des personnes interpellées et qui sont placées au dépôt au tribunal de Rouen, les magistrats du tribunal, les avocats, et puis la guerre raciale à venir dont ils parlent et qu'ils appellent de leur vœu. Oui, en fait, quand on lit les propos, j'en relis juste quelques-uns qui concernent donc ce policier noir
Alex. Alex donc fournirait un, je cite, travail de nègre. Alex, je cite, doit charmer à mort de la pute à nègre blanche. Et puis tout y passe. Là, je cite encore, vu que c'est les juifs et les gauchistes qui dirigent ce pays, on fait en sorte que la fille aille vers le bougnoul ou le nègre en Angleterre ou en Allemagne. C'est pas comme ça. T'éduques ta fille pour qu'elle continue dans la race aryenne. Donc on est sur clairement du suprémacisme blanc, voire du néonazisme. Oui, c'est ça. Ce sont des propos qui sont très outranciers, mais qui sont tenus par des gens qui pensent qu'ils resteront confidentiels et qui prennent des précautions de langage, si on peut dire. En tout cas, qui disent, par exemple, écouter des sites d'extrême droite avec leurs écouteurs quand ils sont au palais de justice pour pas qu'on les entende, qui disent que la hiérarchie ne doit pas savoir que ce groupe existe et qui essayent de le tenir secret. Le fait est que le policier qui est tombé sur ces messages, donc Alex, celui qui les a dénoncés, a en fait immédiatement prévenu sa hiérarchie quand il a eu connaissance de ces messages, a fait un rapport à sa hiérarchie et a ensuite porté plainte au pénal pour différentes qualifications qui sont diffamation non publique, injure à caractère racial non public, le tout étant non public, c'est-à-dire que ça relève d'une contravention qui peut aller jusqu'à 1 500 €, mais que ce ne sont pas des propos qui ont les mêmes conséquences que des propos qui auraient été tenus en public. Alors, on comprend que ça n'est pas la même conséquence. En revanche, la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure ces propos, ces propos qui sont des délits en réalité, influent sur leur comportement de policier, l'exercice de leur fonction. Bien sûr, ce sont des policiers qui sont en contact avec le public. D'ailleurs, ils en parlent largement dans leurs échanges. Des policiers qui, en l'occurrence, vu leur fonction, ne sont pas forcément amenés à interpeller des gens sur la voie publique, mais qui sont amenés à les protéger dans une enceinte judiciaire. Et donc, ça pose question sur les conséquences que des propos comme ceux-là, qui sont tenus de manière très libre, puisque ce sont des propos privés, sur les conséquences que ça peut avoir sur leur rapport avec les personnes qui sont censées protéger. Donc, ce policier, Alex, a fait, tu l'as dit, un signalement. Il a déposé plusieurs plaintes. Je crois me souvenir que dans le papier qu'un haut gradé, un responsable de la police a aussi fait un signalement. Quelle suite a été donnée à tout ça ? Alors, il y a eu 2 conséquences, 2 enquêtes ouvertes. Une enquête judiciaire qui a été ouverte par le procureur de Rouen dès le mois de janvier, puisque ces faits ont été découverts en fin décembre. Donc, cette enquête judiciaire, elle a été confiée à l'inspection générale de la police nationale, à l'IGPN. Elle est encore en cours et le procureur de Rouen nous disait hier, au moment de terminer cet article, qu'une audition avait été réalisée hier, presque en réponse, j'allais dire, même si c'était pas conscient de sa part, à l'avocate d'Alex qui, elle, s'inquiétait de ne pas voir l'enquête progresser. Le procureur considère qu'elle avance. Et d'un autre côté, il y a une enquête disciplinaire qui a été ouverte. Donc ça, c'est une enquête interne à l'institution policière qui est bouclée aujourd'hui et qui débouchera sur un conseil de discipline. Donc un conseil de discipline, c'est un peu comme un tribunal interne à la police devant lequel vont être convoqués les policiers impliqués. À l'issue du conseil de discipline où ils auront pu s'expliquer, il y aura une proposition de sanction qui sera faite et c'est le ministère de l'Intérieur ensuite qui entérine la sanction, qui l'aggrave ou qui l'atténue en fonction de ce qu'il estime nécessaire de faire. Mais pour l'instant, ces policiers sont toujours en poste. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, ils sont donc toujours en poste, toujours au contact de public qui pourraient être des cibles de leurs propos. Le 27 avril, Christophe Castaner a dit « Le racisme n'a pas sa place dans la police nationale ». Il a prononcé cette phrase après une vidéo montrant un policier, là encore, donc traité de bico, un homme qu'il était en train d'interpeller avec son collègue. Bon, alors cette déclaration est caduque, ça va sans dire. Est-ce qu'elle traduit, au-delà de ça, un déni, tout comme sur les violences policières d'ailleurs, qui favorise une forme de racisme systémique dans la police ? Je crois en tout cas que ça relève, oui, du déni institutionnel. Dire il n'y a pas de violence policière, dire il n'y a pas de problème de racisme dans la police, c'est finalement refuser de considérer ce problème à sa juste valeur. Il ne s'agit pas, en publiant cet article qu'on a publié ce matin, de dire tous les policiers sont des racistes et voici la preuve. Il s'agit de dire qu'il y a un problème dans cette institution, que les conséquences de ces comportements-là ne sont pas réellement prises en compte, alors qu'ils ont des conséquences, comme tu l'as dit tout à l'heure,
y compris sur les personnes dont les policiers ont la charge. C'est pas parce qu'on examine cette question, parce qu'on essaye de la mettre à plat, comme on peut le faire d'ailleurs assez aisément sur ce qui se passe aux États-Unis, où là, il n'y a aucune difficulté pour dire qu'il y a un problème de racisme dans la police aux États-Unis. Il y a également un problème de racisme dans la police en France, et il serait temps de s'y pencher plutôt que de ne pas vouloir le voir. Alors Christophe Castaner, dans ses propos, a répété entre l'île Saint-Denis et plus récemment, il a encore dit que tous les propos seraient punis comme ils l'ont été jusqu'à présent, etc. Semble dire qu'il n'y a pas de problème, mais Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, on en a parlé aussi cette semaine sur Mediapart, a également est presque allé plus loin en disant il n'y a pas de race dans la police, il n'y a pas de racisé dans la police, il n'y a pas d'oppresseur raciste dans la police, c'est-à-dire qu'il décide, parce qu'il est le préfet, que parmi ses troupes, aucun problème ne sera considéré. Camille, tu as, j'imagine, contacté tous ces policiers mis en cause. Est-ce qu'ils t'ont répondu ? Alors j'ai contacté l'un des policiers mis en cause, celui qui surfe également sur des sites d'extrême droite, oui, qui avec le même pseudo. Le gourou, en tout cas, il est considéré un peu comme le leader de ce groupe. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu effectivement son pédigré ? C'est ce que considère Alex, le policier qui a dénoncé ses collègues, c'est-à-dire qu'il considère que lui est finalement le plus idéologisé de ses collègues et qui les entraîne un petit peu. C'est un policier qui a 46 ans, donc qui est quand même en position, pas forcément d'autorité au sens hiérarchique, mais en tout cas d'être écouté, d'influencer ses plus jeunes collègues. Ce policier-là, en fait, utilise un pseudonyme sur Internet pour pouvoir poster des messages un peu partout. Alors, sur des sites qui n'ont rien de particulier, y compris sur des sites de cinéma, par exemple, mais avec toujours une intention connotée, puisque sur le film Jojo Rabbit, par exemple, qui est une satire autour de la figure d'Hitler, il postait un commentaire en mars dernier, donc quand l'enquête était déjà ouverte, dans lequel il disait encore de la propagande des Juifs. Et puis, il poste aussi des commentaires sur la page VContact, donc VContact étant une sorte de Facebook russe assez prisé de l'extrême droite, sur le profil d'un néo-nazi français expatrié au Japon qui s'appelle Boris Lelay, qui est vidé par plusieurs condamnations en France mais qui ne veut pas revenir. Donc il échange avec Boris Lelay, en tout cas il lui envoie des messages de soutien public sur sa page VContact. Donc c'est un policier qui semble, même si on ne peut pas présumer de ce qu'il y a dans sa tête, qui semble avoir des opinions très très arrêtées et avoir un profil de policier vraiment convaincu par l'extrême droite. Ce policier-là, effectivement, étant donné qu'on parlait de lui un peu plus en détail, j'ai essayé de le contacter. Pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Alors peut-être qu'il le fera dans la foulée de l'article, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Des opinions donc très tranchées, qui, je le rappelle, tombent sous le coup de la loi. C'est voilà, le problème avec ce que certains considèrent comme étant des opinions. Et j'aurais aimé savoir ce qu'il avait à dire sur ce point, puisque évidemment, on aurait aimé pouvoir lui donner la parole et qu'il s'explique, parce que peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait plaidé l'humour, peut-être qu'il aurait plaidé la mécompréhension de notre part de quelque chose. En tout cas, on aurait aimé l'entendre ou entendre son avocat si lui ne souhaitait pas s'exprimer, ce qui serait tout à fait compréhensible vu son métier. Mais on aurait aimé savoir ce qu'il avait à dire sur le sujet. D'accord. Et d'ailleurs, les questions sont toujours là et les réponses seront les bienvenues par la suite si jamais ils nous écoutaient. Merci Camille Polony. Ton enquête en partenariat avec Arte Radio est donc à lire et à écouter sur Mediapart et sur arteradio.fr. C'est édifiant et terrible. Et dans la deuxième partie de l'émission, d'ailleurs, on reparle de racisme et d'identité noire avec l'universitaire et activiste Maboula Soumaoro, interrogé par Mathieu Magnedec. Salut Camille, à bientôt. Merci. Et on parle de la course aux armements. La crise sanitaire n'a pas freiné la militarisation à outrance des grandes puissances, bien au contraire. Pour en parler, François Bonnet, que j'accueille. Salut François. Bonjour Valentine. Tu es journaliste et cofondateur de Mediapart et tu signes cette analyse « Course aux armements, les docteurs Folamour n'ont pas le Covid-19 », un titre clair. On a l'impression que cette période particulière de pandémie, de confinement quasi mondial, a favorisé une sorte de grand n'importe quoi et offert aux puissances américaines, russes, chinoises une sorte de tranquillité, le regard étant tourné vers d'autres sujets plus urgents. Oui, alors on aurait surtout pu penser qu'une telle crise sanitaire mondiale quasi sans précédent et qui a fait pratiquement, si on fait le compte aujourd'hui, on est à près de 400 000 morts dans le monde entier, que tout cela aurait pu inciter les grandes puissances militaires à se calmer, à s'arrêter, à réfléchir, à discuter, à reprendre des négociations interrompues. Et rien de tout ça ne s'est réalisé. Bien au contraire, la course aux armements est repartie de plus belle,
avec 2 grosses annonces au mois de mai, 3 grosses annonces, puisque la Chine a également annoncé le montant de son budget militaire pour 2020, et il est absolument considérable, plus de 200 milliards de dollars, ce qui fait que la Chine est aujourd'hui le 2e budget militaire au monde. Alors, donc, faisons le tour de ces docteurs Folamour, comme tu les appelles. D'abord, Trump, sa patte à lui, c'est de sortir des instances et des traités internationaux. Il y a eu l'accord de Paris sur le climat, le traité FNI sur le nucléaire, plus récemment la sortie de l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas rien. Et donc, sur l'armement, idem, Donald Trump annonce qu'il veut sortir les États-Unis du traité ciel ouvert. Pourquoi ce traité est important et pourquoi cette décision est un problème? Alors, c'est un traité qui est assez peu connu, qui est appliqué depuis 2002, mais qui est important parce qu'il autorise des vols d'observation et de surveillance de chacun des pays membres. Les pays membres, c'est 34 pays, les membres de l'OTAN, plus les pays de Scandinavie, plus l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Donc, en gros, c'est un traité qui permet des vols de surveillance de chacun des États pour montrer est-ce qu'il y a des mouvements de troupes, est-ce qu'il y a des concentrations de troupes, où sont les grandes bases militaires, est-ce qu'il y a des transferts d'équipements militaires, est-ce qu'il y a par exemple des missiles, des déploiements de missiles, est-ce qu'il y a des concentrations de forces navales à tel ou tel endroit. Donc, par ces vols d'observation qui ont lieu très, très régulièrement, hein, tous les mois, il y a des campagnes de vol, ça permet à tous les états-majors de ces pays de savoir ce qui se passe, de pouvoir dialoguer avec les autres états-majors. En gros, c'est un traité qui organise la confiance en instaurant un système de vérification des armes et des mouvements. Et c'est en ça qu'il est important articulé aux autres traités de désarmement. Et c'est ce traité que choisit de dénoncer Donald Trump, après avoir dénoncé le traité très important l'an dernier, qui est ce fameux traité FNI, c'est-à-dire sur les forces nucléaires intermédiaires, et qui concerne essentiellement l'Europe. Hein. C'est un traité qui organisait l'interdiction de missiles de portée intermédiaire en Europe, et qui a abouti à la suppression de près de 2000 missiles soviétiques, puisque c'est un traité qui a été conclu juste avant la disparition de l'Union soviétique en 89-90, et des centaines de missiles américains. Donc voilà, on voit toute l'architecture du contrôle et du désarmement qui est mise en pièces à l'initiative de Donald Trump. Et du coup, le fait qu'il sorte de ce traité, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le message politique derrière cette sortie? Le message politique, c'est que les États-Unis ont décidé de s'affranchir de toute cette architecture de contrôle et de désarmement, de tous ces traités qui ont été passés à la fin de l'ère Reagan et à la fin de l'époque soviétique, et qui visaient à limiter très strictement les armes nucléaires de moyenne portée et les armes nucléaires stratégiques. L'idée de Trump, c'est de faire table rase de tout ça, de supprimer tous ces traités internationaux, pour une raison simple, c'est que la Chine, à l'époque, qui n'était pas véritablement une puissance militaire, même si elle disposait déjà de l'arme atomique, la Chine n'est pas signataire de ces traités. Or, l'obsession de Trump et des États-Unis, c'est le nouveau défi stratégique posé par la Chine. Et donc, toute la politique de l'administration Trump, qui est une politique cohérente, hein, et suivie de manière très rigoureuse ces dernières années, depuis l'élection de Trump, c'est de mettre à bas cette architecture pour obliger la Chine à venir éventuellement négocier de nouveaux systèmes de contrôle. Et puis, au passage, ça permet aux États-Unis de continuer dans quand même une logique de confrontation avec la Russie, justement en s'émancipant de toutes les règles qui ont été élaborées pendant les années 80 et 90.
Alors justement, la Russie, l'autre docteur Folamour, Poutine et sa torpille Poséidon, une nouvelle arme nucléaire extrêmement puissante qu'il veut commencer à tester. D'abord, éclaire-nous sur cet engin, et puis ensuite, l'annonce de ce test, qu'est-ce que ça dit de sa vision des relations géopolitiques et de sa conception de la défense? Alors, cette fameuse torpille Poséidon, c'est une arme assez terrible, directement sortie des pires moments de la guerre froide. En gros, c'est une torpille géante, 24 mètres de long, 2,50 mètres de diamètre, la plus grande torpille jamais construite. C'est surtout une torpille qui est propulsée par un réacteur nucléaire miniaturisé. Et c'est une torpille qui est pilotée à distance, ce qui fait qu'on l'appelle également un drone sous-marin. Alors, elle est qualifiée par plusieurs spécialistes de défense comme la torpille de l'Apocalypse ou du Jugement dernier, parce qu'elle a des capacités de destruction considérables, c'est-à-dire qu'elle a un rayon d'action de 10 000 km, elle se déplace dans de très grandes profondeurs, jusqu'à 1000 mètres de profondeur, à 200 km/h, et elle porte une charge nucléaire de 2 mégatonnes. 2 mégatonnes, en gros, c'est 140 fois la bombe d'Hiroshima. Scénario apocalyptique, cette torpille se met au large de New York et explose. En explosant, elle provoque un tsunami des vagues de dizaines de mètres de haut, tsunami radioactif qui vient dévaster toute l'agglomération de New York. Donc c'est vraiment le scénario d'apocalypse qui est pris très au sérieux par les Américains, parce qu'à ce stade, ils n'ont pas de système de défense contre un tel système d'armes. Et au mois de mai, la Russie, l'état-major militaire russe, a annoncé qu'allait être engagée une campagne de test avec un lancement en réel de cette torpille par un des sous-marins nucléaires géants qui a été terminé l'an dernier et qui va être livré à la marine russe dans les semaines qui viennent. Donc on est dans cette escalade-là. L'administration américaine qui dénonce des traités internationaux de contrôle des armements, et la Russie qui, ça a été un grand discours de Vladimir Poutine en mars 2018, qui annonce le développement de 6 nouveaux systèmes d'armes nucléaires stratégiques, donc qui revendique clairement de se réinscrire dans une course aux armements et dans une modernisation accélérée, modernisation et développement de ses capacités nucléaires stratégiques. Et alors, justement, tu disais, tu parlais de guerre froide. Effectivement, on a l'impression que les États-Unis et la Russie rejouent une drôle de guerre froide. Là, dans tout ça, comment se situe la Chine, qui est donc devenue deuxième producteur d'armes mondial? Alors, la Chine est devenue, avec un budget militaire qui a été multiplié par 6 ces dernières années, la Chine est devenue une grande puissance militaire. Pour te donner un ordre d'idée, en gros, le budget militaire américain, c'est près de 700 milliards de dollars par an. Le budget militaire chinois, c'est 250 milliards de dollars par an. Le budget russe, c'est 60 milliards de dollars. Donc, plus de 10 fois inférieur au budget américain. Et la Chine est aujourd'hui le 2e budget militaire au monde, avec des développements d'armes très spectaculaires et un objectif essentiel, s'assurer le contrôle en Asie, s'assurer le contrôle de la mer de Chine, des catégories d'armes, en particulier des missiles intermédiaires, qui sont très clairement destinés à Taïwan, au Japon et au contrôle de toute cette zone du Pacifique, et une zone du Pacifique où l'objectif stratégique de la Chine est d'éliminer les États-Unis et de construire un rapport de force militaire qui leur soit favorable contre le Pentagone et l'armée américaine qui était historiquement très, très présente dans cette zone. Donc on est dans une simili-guerre froide et on voit que depuis quelques mois, les relations internationales ne s'améliorent pas, loin de là, qui ne se joue plus à 2 puissances, la Chine et la Russie, mais qui se joue désormais à 3. Les États-Unis, la Chine et la Russie. Avec la Chine qui est en train de prendre une place considérable et qui fait du reste
beaucoup plus importante que la Russie. La Russie continue à jouer à la grande puissance, si je puis dire, Mais elle est en dépassée. développant des nouvelles catégories d'armes, mais les enjeux sont très différents. On voit bien qu'en ce moment, et depuis déjà plusieurs années, la grande tension internationale, elle se joue entre les États-Unis et la Chine. Et alors, un dernier mot avant de se quitter sur la France. On l'a vu, par exemple, de manière très problématique avec l'Arabie Saoudite, mais elle participe aussi à cette course par ses exportations d'armes et par sa stratégie nucléaire. Alors, la France est effectivement, elle aussi, engagée dans cette course. Par exemple, la loi de programmation militaire pour les années à venir, c'est 2019-2025, prévoit de consacrer 25 milliards d'euros à la seule modernisation de notre dissuasion nucléaire. Donc c'est un budget considérable qui est consacré aux forces nucléaires stratégiques françaises. Et puis on a appris, parce que le rapport annuel a été rendu public il y a 2 jours, que la France reste un grand pays exportateur d'armes. Elle a exporté l'an dernier plus de 8 milliards et demi d'euros d'armes, essentiellement à destination de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, et de l'Égypte. La France reste un grand pays exportateur, une grande industrie d'armement, qui est toujours farouchement défendue par le pouvoir, qui voilà un moyen de développement technologique et d'emploi, mais qui est de plus en plus contesté, même au sein de l'Europe, justement pour les exportations d'armes qui ont été extrêmement critiquées à destination de l'Égypte, l'une des pires dictatures aujourd'hui, et évidemment de l'Arabie Saoudite, l'un des pires régimes de la planète. Et engagé dans la guerre au Yémen avec meurtrière et très condamné à l'international. Voilà, on a publié plusieurs enquêtes là-dessus qui montrent comment les armes françaises sont aujourd'hui utilisées dans l'horrible guerre civile qui ravage le Yémen depuis des années. Merci François Bonnet, merci à toi d'être passé dans l'air libre. À bientôt, on te lit bien sûr dans Mediapart. Tout de suite, un groupe français, c'est son nom. En fait, un groupe français, c'est un seul chanteur, Walter, et il interprète Louise. Hello, c'est un groupe français pour Mediapart. Bienvenue dans mon chez-moi, home studio / atelier de peinture. Je suis vraiment très content de cette invitation et pour l'occasion, je vais vous présenter Louise, qui fait partie de mon EP Secret d'oreiller qui est sorti le 15 mai dernier. Louise, son âme resplendit. Louise, doucement elle s'attendrit, ses yeux en témoignent, souvent elle s'éloigne vers de mystérieuses contrées. Louise, sa tristesse est un pétale qui délicatement se détache. Pourtant la mort lui est égale. À ses côtés elle reste joviale. Et de cette évidence, et de cette évidence, et de cette évidence, et de cette évidence, Louise, son aura est splendide. Louise chasse sa peur du vide. Incandescente, la porte étroite s'ouvre en cadence. Intransigeante, seule la lune comme cette profondeur de notre impatience. Elle
sans savoir ce que l'on pense. En son âme et conscience, elle réclame cette cohérence sans savoir ce que l'on pense. Et de cette évidence, 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 et de cette évidence. Bonjour Maboula Soumaoro. Bonjour Mathieu. Vous avez 44 ans, vous êtes maître de conférences en langues et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'université de Tours et vous avez publié récemment ce livre qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone, une identité noire, paru récemment, donc je l'ai dit, aux éditions La Découverte. On va y revenir dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Mais d'abord, avant de parler du livre, je voudrais parler de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et de la résonance, évidemment, que tout cela a en France. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est évidemment George Floyd, cet homme de 46 ans tué par la police de Minneapolis fin mai, et les manifestations désormais quotidiennes depuis 13 jours aux États-Unis. Manifestations importantes, plus importantes sans doute par leur étendue que lors du mouvement Black Lives Matter des années 2015 contre les violences policières. On en parlait avec notre correspondant hier. Ces mouvements ont aussi la particularité d'inclure des gens de toutes origines, beaucoup de Noirs évidemment, mais pas que. Maboula Soumaoro, vous avez étudié et enseigné aux États-Unis, notamment comme professeur invité à l'université de Columbia à New York. L'ampleur et la durée de ces manifestations contre les violences policières en ce moment aux États-Unis, est-ce qu'elle vous étonne, est-ce qu'elle vous surprend ? Est-ce qu'elle me surprend? Peut-être un peu. On pourrait se demander pourquoi à ce moment-là, pourquoi aujourd'hui et pas un autre jour, pas une autre année, pas lors d'un autre crime, on a eu à faire face à ce genre de mobilisation. Mais en vérité, en cette période de pandémie, en cette période de crise économique vraiment catastrophique et dont on discernera les contours de plus en plus dans les mois à venir, je pense qu'il y avait un ensemble d'éléments qui peuvent expliquer en vérité cette explosion. Ensuite, comme vous l'avez dit en introduction, cette explosion, elle est vraiment nationale. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis au moins les années 60, les grandes émeutes urbaines des années 60. On se souvient des grandes émeutes de South Central à Los Angeles dans les années 90, suite à l'agression par des policiers de Rodney King et suite à l'acquittement. C'était pas, les émeutes, elles n'ont pas commencé au moment de l'agression. Elles ont commencé au moment de l'acquittement des policiers impliqués dans cette agression, alors qu'il y avait des preuves visuelles, encore une fois. Une vidéo à l'époque Voilà. aussi. Voilà, donc c'est vrai que là, on est peut-être dans un tournant, puisque George Floyd, donc c'est le dernier en date, mais juste avant lui, on avait Ahmaud Arbery, il y a eu Breonna Taylor aussi, dont on parle très peu, et il y a eu toute la série de violences policières documentées, enfin, c'est-à-dire dont on a pu obtenir des images tout au long des années 2010. Mais cette question des violences policières aux États-Unis, elle est très, très ancienne. Donc, elle est très ancienne. Enfin, je veux dire, Et le caractère multiracial, on recevait hier Maurice Mitchell, qui est une des figures de Black Lives Matter aux États-Unis, qui nous expliquait qu'il y avait une particularité, justement, une sorte de matérialisation d'un mouvement multiracial aujourd'hui dans les rues aux États-Unis, ce qui a pu être le cas peut-être dans les années 60, 70 et encore parfois, pas à toutes les mobilisations, ce qui était un peu le cas aussi en 2015 au moment du mouvement Black Lives Matter, mais on était beaucoup sur des mouvements avec beaucoup de noirs conduits par des personnes noires. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce caractère multiracial? Est-ce que vous d'abord vous le ressentez? Oui. Et est-ce qu'il dessine finalement des choses
prometteuse, des coalitions intéressantes. Oui, je pense qu'il est déjà il est heureux et il est très bienvenu. C'est peut-être on est face à une nouvelle génération d'activistes ou de jeunes qui sont prêts à s'engager et qui représentent peut-être plus qu'avant, mais sur la base de l'histoire de ce pays, la dimension multiculturelle des États-Unis qui est plus assumée. Donc oui, il y a énormément d'étudiants qui sont impliqués, donc des étudiants bien évidemment noirs, mais également en coalition avec des étudiants blancs, des étudiants asiatiques, des étudiants latinos, des Amérindiens, en tout cas des personnes qui s'élèvent de concert pour, enfin, contre cet abus de pouvoir que constituent les violences policières. Donc ça, oui, c'est nouveau. Vous avez eu raison de parler du mouvement pour les droits civiques et on avait vraiment des alliances avec des groupes gauchistes blancs ou des intellectuels de la communauté juive qui ont forgé des alliances très fortes à un moment avec la communauté africaine-américaine. Et là, aujourd'hui, ça m'a l'air d'être plus démocratisé, peut-être plus naturel et que ces enfants, ces millennials sont peut-être le produit, la conséquence des luttes qui ont été menées précédemment. Voilà, Oui. et ces luttes-là prennent forme, s'ancrent de manière plus profonde. Oui, notamment aussi depuis l'accession à la présidence de Donald Trump. Alors, je voulais parler de la réception ici en France. Ces jeunes qui ont manifesté à Paris, beaucoup, ils étaient 20 000 selon la préfecture de police, dans d'autres villes aussi, à Lille, à Toulouse, à Lyon. On voit les formidables photos de Rachida El Azouzi s'afficher. On a publié tout un reportage sur Mediapart hier. Ces jeunes, ils disent... oui, ils disent la police assassine, ils disent justice pour Adama, mais ils disent aussi la France, c'est nous. Et ils manifestent en tant que jeunes noirs de France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la manifestation, il y avait des slogans sans justice, pas de paix, qui est exactement la déclinaison du slogan américain No justice, no peace. ou des slogans Black Lives Matter avec les mêmes références, qui montrent donc une résonance internationale de ce qui se passe aux États-Unis. Comment vous voyez un petit peu à la fois ce côté, cette sorte de globalisation finalement de ce message Black Lives Matter et en même temps cette contestation qui s'ancre dans un contexte extrêmement français? Bien sûr, je pense que la mondialisation, elle est également due à la place culturelle qu'occupent les États-Unis dans les imaginaires du monde entier, que ce soit par la musique, la culture pop, que ce soit par les films. Donc il y a vraiment une attention particulière portée vers les États-Unis qui émane des Français, quels qu'ils soient. Et ensuite, cette question de la violence policière, malheureusement, elle est internationale. Elle a je veux dire, on pourrait regarder ce qui se passe au Brésil, on pourrait regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne également. Donc la question des violences policières, elle est mondiale. Elle est mondiale parce qu'elle est raciste et que ce racisme a des ramifications à travers le monde entier, suite à une histoire particulière sur laquelle on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Et ensuite, je pense que surtout, les organisateurs de la marche ont compris que la couverture médiatique systématique des violences policières lorsqu'elles ont lieu aux États-Unis atteint un niveau en France qui n'est jamais atteint lorsqu'il s'agit de violences policières commises sur le territoire français hexagonal. Donc, en profitant, je pense qu'ils ont voulu capitaliser sur cette importante couverture médiatique sur les États-Unis pour se greffer, non pas pour imiter, mais pour revendiquer les spécificités françaises d'un phénomène qui est bien mondial, qui est global. Et alors, l'autre réception, si on peut dire, vous le savez en ce moment particulièrement, vous êtes beaucoup invité sur les plateaux de télévision, l'autre réception qui est faite de justement ce lien qui est fait entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui peut se produire en France en termes de violence policière, c'est la réponse qui est faite souvent à droite, mais aussi chez beaucoup de gens de gauche, qui se prétendent de gauche ou qui se proclament de gauche. Et on entend souvent un peu les mêmes réponses. Soit il n'y a pas de violence policière en France, ça c'est le langage un peu du gouvernement et de beaucoup de conservateurs, soit nous ne sommes pas les États-Unis, c'est-à-dire que nous ne parlons pas de la même réalité. Alors de fait, évidemment, il y a plein de différences entre la France et les États-Unis. Nous n'avons pas 10 des 12 premiers présidents de la République française qui ont détenu des esclaves comme aux États-Unis. Ce n'est pas tout à fait la même histoire, évidemment. Mais quand même, à votre avis, que répondre à ces arguments qui sont finalement... On ouvre les journaux, on regarde nos médias, c'est toujours finalement ces deux arguments. Il n'y a pas de violence policière en France et surtout, nous ne sommes pas les États-Unis qui reviennent. Alors Mathieu, je pense que c'est une question importante que vous venez de poser et c'est aussi une question épuisante.
Que répondre? Je ne sais pas. Que répondre parce que je ne sais pas si la raison, je ne sais pas si la vérité intéresse les personnes qui se demandent encore pourquoi il s'agirait ou il serait important de faire des comparaisons entre la France et les États-Unis. Je ne sais pas si les démonstrations, si la scientificité de l'argument est assez, enfin suffirait. Moi, ce qui m'intéresse, ce à quoi je m'intéresse en termes de réflexion, c'est à quoi sert ce besoin de nier l'existence des violences policières et ce besoin de se raccrocher à l'impossible comparaison entre la France et les États-Unis. Et moi, ce que je perçois dans ce besoin irrépressible de ne surtout pas faire la comparaison, c'est l'impossibilité d'assumer une certaine histoire. Et c'est l'impossibilité d'assumer même un présent, même une période ultra contemporaine. Si on décide que les États-Unis sont la terre de la traite négrière, sont la terre de l'esclavagisme, de la ségrégation, du lynchage et des violences policières, ben peut-être que ça permet à certains Français de se dédouaner quant à la propre histoire de traite négrière, d'esclavagisme, de colonialisme et de violences policières telles qu'elles se déploient en France, notamment hexagonale. Parce qu'il suffit à ces Français d'évacuer la question des territoires d'outre-mer, les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer et qu'ils soient actuels ou qu'ils soient anciens, c'est-à-dire les anciennes colonies. Donc tout ce qui s'est passé et qui pourrait nous rappeler les États-Unis, en fait, c'est passé en dehors de l'Europe. Il n'y a que ça que je puisse imaginer, mais c'est pas parce que ça s'est passé loin, à distance, que cela ne s'est pas produit. Et ensuite, on pourrait très bien, lorsqu'on revient en terre française hexagonale, s'intéresser au traitement de toutes les périphéries, de toutes les banlieues. Et là, on voit quand même des échos et on voit une sorte de traitement et de contrôle social de certaines populations pauvres, d'origine étrangère, d'ascendance étrangère, ou en tout cas racialisées défavorablement. Et c'est de ça dont il faut parler. Mais excusez-moi, juste pour finir, les personnes qui parlent souvent, qui refusent cette comparaison avec les États-Unis, une comparaison qui ne serait pas, qui ne viendrait pas, qui n'aurait pas pour conclusion de dire que la situation est la même. C'est pas parce qu'on compare qu'on dit que c'est la même chose. Il y a des spécificités propres aux États-Unis, à la France. On ne parle absolument pas des mêmes pays. Mais en tout cas, les personnes qui refusent cette tentative de comparaison, à mes yeux, connaissent très mal tant la France, dans sa véritable globalité, que les États-Unis de toute façon. On parle souvent des États-Unis, mais à tort et à travers pour avoir une expertise sur cet État-nation. J'entends des inepties toute la journée sur les États-Unis. D'ailleurs, dans votre livre, ce n'est pas forcément un modèle, les États-Unis. Et en revanche, il y a aussi des comparaisons possibles et on peut apprendre de ce qui s'y joue. Et justement, on va venir à votre livre, Le Triangle et l'Hexagone. On va en revoir la couverture. L'Hexagone, c'est la France métropolitaine que vous qualifiez de post-coloniale et néocoloniale dans votre livre. Et le Triangle, c'est bien sûr l'Atlantique, ce triangle fondé sur l'esclavage de au moins 12 millions de Noirs entre l'Afrique, les Amériques et l'Europe. Vous êtes né à Paris de parents dioula, donc musulmans, qui ont quitté la Côte d'Ivoire, une ancienne colonie française dans les années 60. Vous êtes le fruit de cette histoire et c'est cette identité noire, complexe, transatlantique, diasporique, de la diaspora, comme vous dites, que vous racontez dans ce livre. Alors, c'est un livre sur c'est un livre d'universitaire, c'est aussi un livre à la première personne, et c'est un livre notamment sur le racisme ressenti dans le corps dès l'enfance. Le racisme à l'école, par exemple. Votre prénom, c'est un très beau prénom, Maboula, ça veut dire celle qui ouvre la voie, en dioula, et évidemment, à l'école, c'est devenu bien autre chose, c'est devenu très tôt Bamboula, vous le dites dans le livre, où il y a eu, bien des années après, cet universitaire qui vous a appelé de façon assez inexplicable Mamadou lors d'un colloque. Cette violence du racisme ressenti, on ne parle pas là du racisme structurel, mais du racisme ressenti dans les corps dès l'enfance, comment, je sais que c'est fatigant de toujours raconter ça, mais comment faire percevoir la violence de ce que ça représente? Alors ça, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. La faire percevoir, c'est justement ce que j'appelle la charge raciale et c'est justement ce qui pèse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus sûre actuellement que la démonstration
Mmh. suffisent. C'est bien ça le problème. C'est une violence qui est vécue à partir du corps, mais qui aussi touche la psyché. Et je me dis qu'il suffirait d'être entendu et il suffirait d'être cru. Parce que cette violence et l'expression de ce racisme sont tous deux tellement insidieux, tellement présents, mais présents à chaque instant. Ça peut être dans une manière, dans la façon dont on s'adresse à vous, dans ce que l'on pense de vous, dans ce que l'on présuppose, dans ce à quoi vous aurez accès ou non accès. Enfin, je veux dire, c'est tellement présent, c'est tellement structurant que j'arrive à percevoir pourquoi certaines personnes ne veulent pas y croire et pourquoi certaines personnes s'agacent et préfèrent s'accrocher à une définition complètement, à mes yeux, complètement folle du racisme. Souvent, j'entends ce n'est pas raciste, c'est raciste, comme si ces personnes avaient une vision très claire de ce racisme. Donc, si hier soir, je me trouve sur un plateau télé et que l'un des participants à ce débat va raconter une anecdote qui, au départ, était juste une anecdote qui voulait illustrer un argument qu'il était en train de formuler, et que dans son anecdote, il va parler d'une scène qui s'est déroulée dans le 15e arrondissement à Paris et qui impliquait un jeune homme métis. Et cette personne a ajouté métis, il a fait le geste, et probablement d'origine étrangère. Voilà. Et il a continué son histoire. Est-ce qu'à ce moment-là, moi c'est ce que j'aurais aimé faire, mais je n'avais pas le temps puisqu'on était limité dans le temps, est-ce qu'à ce moment-là, je peux faire comprendre à cette personne, ou est-ce que je peux lui faire prendre conscience que ce qu'il vient de dire est raciste précisément dans son interprétation probablement erronée de l'identité du jeune homme qu'il a vu dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment tenir ce discours d'aveuglement à la race et dans le même mouvement tirer des conclusions à partir du corps des gens. En quoi l'apparence métissée de ce jeune homme ferait de lui un étranger? Ce que vous expliquez aussi, à la fois dans vos livres et quand on parle avec vous, c'est que vous êtes, quand vous êtes invité aussi sur les plateaux télé, c'est un moment très important d'être invité sur les plateaux télé. C'est là, les gens regardent beaucoup la télévision et c'est là où se structure le débat public. Et d'autres femmes, par exemple, d'autres femmes noires comme Rokhaya Diallo racontent cela aussi quand elles sont invitées sur les plateaux télé. C'est en tant que femme noire dont on attend qu'elle raconte un petit peu finalement toujours la même chose et qui peut être aussi coupé, interrompu ou dont le récit et le ressenti peut être nié. J'imagine que ça vous arrive assez souvent et c'est souvent des choses dont les femmes noires qui sont invitées sur les plateaux, plutôt activistes en l'occurrence, se plaignent. Ça, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Je pense que le racisme s'appuie énormément sur le rejet ou la non prise en compte de la complexité, de l'individualité. Quand vous êtes dans une démarche raciste, vous êtes vraiment presque dans la caricature. En tout cas, il n'y a pas de place pour la complexité. Ce qui fait que, par exemple, moi, je sais que dans les médias, je suis la remplaçante de Rokhaya Diallo. Si Rokhaya Diallo n'est pas disponible, on va inviter Maboula Soumaoro parce que c'est à peu près la même chose. Et on n'arrive pas à s'imaginer que Rokhaya et Maboula soient deux personnes différentes, mais deux personnes différentes qui sont toutes deux des femmes noires. Mais c'est pas parce que une femme noire n'est pas l'équivalent d'une autre femme noire. Et le racisme, c'est l'effacement. C'est l'effacement, c'est-à-dire que votre identité raciale va effacer tous les autres aspects de votre identité. Et tous ces autres aspects peuvent nous mener à des considérations de classe, des considérations de genre, des considérations, je ne sais pas, de nationalité, d'orientation sexuelle. Et tout ça, ça s'efface parce que vous n'êtes que noir. Moi, ce que je dis, c'est que je suis noire. Et il n'y a pas de problème, j'accepte d'être noire, je choisis d'être noire, mais je ne suis pas que noire. Et enfermer les gens dans cette identité raciale, c'est les simplifier. C'est ça le problème, la simplification à l'extrême. Justement, et cette expérience-là, elle vous est arrivée aussi dans le sein de l'université française. Hein, je l'ai dit, vous avez étudié et enseigné aux États-Unis, développé un parcours universitaire là-bas, et vous avez évidemment cherché à aussi le faire en France, et vous le faites en France aujourd'hui. Et vous racontez dans le livre qu'on vous a reproché, des maîtres de thèse, je crois, c'est ça, vous ont reproché de vous être laissé happer par le communautarisme états-unien dans vos recherches.
Et ça, c'est intéressant. On vous a même qualifié de raciste, à oui. l'envers. Donc, c'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui rejoint ce qu'on entend fréquemment ici en résonance à ces débats sur les violences policières ou ces manifestations qui ont eu lieu en France, cette idée que parler de race, de racisé, de votre subjectivité en tant que femme noire avec cette identité multiple dont vous parlez, représente, que les mots en eux-mêmes sont imprononçables d'une certaine façon. Là encore, et c'est encore une fois, désolé de vous demander de faire ce travail-là, parce que c'est exactement la charge raciale que vous décrivez, mais là encore, comment faire comprendre que on peut prononcer ces mots sans que pour autant on ouvre des boîtes de Pandore. C'est visiblement la crainte de beaucoup de gens. Alors, comment faire comprendre? Je ne sais pas. Je pense que c'est tout ce qui fait marcher, enfin, tout ce qui peut marcher actuellement, c'est vraiment une sorte de rapport de force et de mobilisation. Là, on est en train de parler des violences policières en France uniquement parce qu'il y a plus de 20 000 personnes qui se sont réunies à Paris. Cette marche lancée par le comité Adama n'est pas la première démarche. Depuis 2016, le comité organise des marches. Et celle-ci a réuni des gens, donc on en parle, donc il devient impossible d'éviter le sujet. Ce qui ne veut pas dire que des réflexions, une production scientifique, des images, des livres, des films aient été produits depuis des siècles sur cette question. Donc les démonstrations, encore une fois, existent, sont là, mais on n'y prête pas attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre? Je pense qu'il faut juste continuer à faire ce que grand nombre de personnes ont fait à travers le monde depuis ces 5 derniers siècles. Et c'est tout. Et peut-être qu'à un moment, on y prêtera attention. Et quand on sera prêt à y prêter attention, ben, on y trouvera des trésors et on y trouvera des vérités. Mais en tout cas, la production... Enfin, tout ne se passe pas aujourd'hui en 2020. Je veux dire, au XXe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe, XVIIe, XVIe, il y a eu de la pensée, il y a eu des organisations politiques, il y a eu des, je sais pas moi, des projets religieux, enfin, de toutes sortes de choses qui ont été produites et dont on n'a absolument rien à faire. Il y a une littérature, il y a des productions culturelles disponibles qui sont là Ils sont là en plein de langues différentes, dans plein de formats différents. Et si on voulait y prêter attention, on y prêterait attention, mais c'est vraiment des savoirs qui ne sont pas transmis de manière institutionnelle, qui ne sont pas démocratisés, notamment par le biais de l'éducation et des enseignements scolaires. Enfin, ce sont ça les enjeux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste continuer, sans espérer gagner, je suppose. Continuer. Il y a une autre réponse qui est faite, c'est quand on dit la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas comparable, c'est cette question de l'universalisme au cœur de la République française. Et vous écrivez dans votre livre, l'universalisme n'existe pas, il est lui-même situé. Expliquez-nous cette phrase. L'universalisme tel qu'il est prôné, tel qu'il a été imaginé, peut être un principe, un idéal, une utopie, tous très beaux, sauf qu'on ne l'a jamais vu en application. Cette idée, c'est-à-dire que à quel moment de l'histoire française avons-nous été les témoins d'un traitement équitable? Comme on pourrait parler de la devise française liberté, égalité, fraternité. À quel moment la liberté, l'égalité, la fraternité de tous se sont-elles déployées en France? À quel moment que l'on me le dise? Blanc, noir, femme, homme, enfin aussi des questions de genre, évidemment. Genre, classe, orientation sexuelle, race, évidemment, je sais pas moi, validisme, voilà, on a plein de principes. On pourrait souvent, ça détend quand je parle de la question du validisme et qu'on me trouve, comment dire, moins radicale. Donc c'est la discrimination à l'égard des personnes handicapées. Voilà, en situation de handicap, qui ont censé avoir les mêmes accès que les personnes qui sont décrites comme valides. Ce n'est absolument pas vrai. Il suffit de voir comment les infrastructures de la France sont conçues pour des personnes valides. Et on est en train, peut-être peu à peu, où les personnes en situation de handicap nous rappellent constamment qu'elles sont exclues. Et ben, c'est pareil pour toutes les autres catégories que nous avons que nous avons citées précédemment. Donc l'universalisme français, quand je dis qu'il est situé, c'est que justement, il est français.
Et je ne vois pas en quoi ce pays pourrait s'imaginer comme représentatif d'une humanité totale. Pourquoi? Enfin, la France n'est qu'un pays parmi d'autres. Et d'autres lieux ont produit d'autres types de pensées, ont produit d'autres cultures, ont un rapport différent au monde, et c'est tout. Donc, j'ai l'impression on s'empare de ce mythe justement pour taire, justement pour silencier toute forme de critique. L'universalisme m'intéresse, j'aimerais bien qu'il existe et j'aimerais bien que dans le monde entier ou même simplement dans notre pays, on puisse interagir sur la base de l'humanité commune. Mais ce n'est absolument pas comment la société fonctionne. Et je ne vois pas pourquoi on s'accroche autant à ce déni et à cette dénégation. Et vraiment, ce déni et cette dénégation encouragent, sont la base, comment dire, de l'effacement et du silence. C'est à partir de là qu'on ne peut plus discuter. On va dire, oui, mais en France, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sur la question raciale, ce n'est tout simplement pas vrai. La question du genre, ce n'est pas vrai. La question de l'orientation sexuelle, ce n'est pas vrai. Sinon, je ne sais pas, sinon on aurait tout simplement, on aurait déjà eu une présidente de la République. Donc, si on n'en a pas eu, à ce jour, ce n'est pas un hasard. C'est que l'accès au pouvoir des femmes est restreint. D'ailleurs, vous dites quelque chose d'intéressant dans votre livre là-dessus. Vous dites que vous avez suivi le parcours de Ramayad avec donc une des rares personnalités, une des rares femmes noires à avoir exercé le pouvoir ces dernières années, même si c'était dans un poste très compliqué à l'époque, on s'en rappelle, sous Nicolas Sarkozy en France. Et maintenant, vous dites, maintenant, on me prend pour Sibeth Ndiaye. C'est-à-dire que donc la porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que dès qu'une femme noire surgit dans l'espace public en position de pouvoir, là encore, ce caractère interchangeable des femmes noires réapparaît. Exactement, et en plus, je n'ai pas le même pouvoir que Ramayad ou Sibeth Ndiaye, mais en tout cas, quand on voit une femme noire dans la sphère publique, comme on en connaît une, il faut que ça soit une par une. On ne va pas me confondre avec Christiane Taubira parce qu'elle est beaucoup plus âgée, mais en tout cas, à l'époque, j'étais très fréquemment comparée à Ramayad, puisqu'on a besoin on ne peut en comprendre qu'une seule à la fois. Et c'est ce qui explique que quand, par exemple, il y a ces débats médiatiques, on m'invitera rarement en même temps que Rokhaya Diallo. Ça sera soit l'une, soit l'autre. Et j'ai même entendu que hier soir, il y avait une femme arabe française qui aurait dû être invitée, journaliste. Voilà, et qui apparemment, dont on a annulé l'invitation parce que j'étais là. Donc, ça faisait doublon. Voilà. Exactement. Donc, j'ai cru voir ça et donc moi, je n'étais pas au courant. Mais vraiment, je comprends la logique. Il y en a une et là, on voit très bien que ce n'est pas seulement une question d'être noir. Enfin, la race, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce genre de femme-là, qui va parler de ces thématiques-là, ça sera une par une. Vous pouvez être sur le même plateau face à 3 hommes blancs, par exemple, représentant des caractéristiques socio-professionnelles, par exemple, assez proches. Mais ces hommes blancs deviennent invisibles, c'est ça. Le privilège de la blanchité, c'est l'invisibilité. Ce qui est perçu et ce qui est visible, hyper visible, c'est quand on est racialisé négativement. Alors, je voulais justement conclure par cette phrase de Virginie Despentes sur France Inter ce matin qui fait écho à ce que vous venez de dire. Elle a dit « Le privilège, je cite, c'est avoir le choix d'y penser ou pas ». Elle parlait du privilège blanc, ce qu'on appelle le privilège blanc. C'est avoir le choix d'y penser ou pas. Moi, je ne peux pas oublier que je suis une femme, mais je peux oublier, dit-elle, que je suis blanche. C'est ça précisément être blanche, y penser ou ne pas y penser selon l'humeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Mais je pense que c'est une phrase importante et je pense que Virginie Despentes, depuis ces dernières années, a produit plusieurs textes importants, même si je lui reprocherais d'avoir oublié Aïssa Maïga dans son texte qui était pourtant très bien. L'actrice Aïssa Maïga dans le texte que Virginie Despentes a publié juste après les Césars et qui était lumineux à plein d'égards, mais cet oubli-là nous a fait mal. Mais bien sûr que le confort de l'invisibilité, c'est peut-être l'un des atouts majeurs de la blanchité. Quand vous n'êtes pas blanc, lorsque vous n'êtes pas perçu comme blanc, vous êtes hyper visible dans l'espace public, constamment. Et c'est une charge. C'est une charge. Et que vous les décidiez ou pas, que vous vous définissiez
vous-même comme noir ou non, ou d'autres catégories, ça ne compte pas. Vous pouvez très bien être dans un corps noir et dire moi ça ne m'intéresse pas et je ne me sens pas noir. Ça ne prédit rien de vos rapports, notamment avec la police ou avec d'autres, enfin que ce soit des institutions ou des personnes. C'est ça le problème. Vous n'avez pas le choix. C'est la question du racisme systémique, du racisme structurel, qui est beaucoup, là encore, critiqué. Hein, cette notion est beaucoup critiquée. Il y a une forme de déni de dire que ça n'existe pas. Il n'y a que du racisme contre les personnes, pas de racisme des institutions. Parce qu'elle est ignorée, c'est tellement, enfin je veux dire, c'est un non-sens de dire que le racisme structurel n'existe pas. On vient de voir que les policiers qui viennent d'être mis en examen pour le meurtre de George Floyd, parmi ces policiers, il y en a qui ne sont pas blancs. Il y en a qui ne sont pas blancs et ça ne change absolument rien au fonctionnement de la police. C'est pas ça. On pourra très bien avoir à un moment des policiers non blancs, plus en masse, qui pourront tuer des personnes non blanches. Il y a eu des cas de policiers noirs impliqués dans des cas de violence policière sur des noirs aux États-Unis. C'est tout à fait, c'est arrivé. Bien sûr, puisqu'il y a des noirs dans la police. Mais par contre, il y a moins de noirs dans la police et c'est structurel parce que pendant longtemps, les noirs n'étaient pas admis dans la police. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, je me souviens du cas de Sean Bell aux États-Unis dans les années 90, je crois. Et cet homme noir qui avait été assassiné par la police la veille de son mariage. Et il y a eu une enquête, un procès, et les policiers impliqués ont été acquittés. Et je me souviens très bien que parmi ces policiers acquittés, il y avait un noir. Et c'est le seul qui a, c'est le seul qui a présenté ses excuses à la famille de Sean Bell. Donc, il y a quand même quelque chose que cette personne-là est peut-être plus à même de comprendre de par sa propre identité. Mais ça ne l'a pas empêché de faire partie, ce policier, de faire partie du squad qui a tiré sur Sean Bell. Donc c'est compliqué le racisme, on en parle très souvent de manière assez facile, assez simpliste, mais c'est une affaire très compliquée. Moi, je suis effarée par le manque de complexité qui est accordé à cette question et des réponses vraiment très désinvoltes. Ça existe, ça n'existe pas, ça c'est raciste, ça c'est pas raciste, alors que personne n'a travaillé la question. On ne travaille pas cette question institutionnellement, en tout cas en France. Ce que je perçois, tout le monde a un avis, excusez-moi. Non, pardon, non, je voulais pas vous couper. Ce que je perçois, en effet, c'est aussi un appel, dans vos propos, c'est un appel à travailler. Travaillons particulièrement, je pense, en tant que blanc, travaillons sur ce voilà, travaillons sérieusement aussi. Oui. Travaillons sérieusement, acceptons la difficulté de la tâche, acceptons la complexité de la thématique et arrêtons mais vraiment des banalités qui vraiment jouent leur rôle. Ces banalités-là, cette approche simpliste, elles ont un sens et elles servent à maintenir le statu quo et elles servent à ne pas interroger ces privilèges, à ne pas interroger le fonctionnement fondamentalement inique de notre société. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ces 30 minutes. Merci beaucoup, Maboula Soumaoro. Je rappelle, vous êtes maître de conférences en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne à l'Université de Tours et vous venez de publier ce livre, Le Triangle et l'Hexagone, on va le revoir, une identité noire, sous-titre, paru récemment aux éditions La Découverte. À très bientôt. Merci Mathieu pour cette conversation tranquille. Merci à vous de nous avoir suivis. Valentine, à demain. À demain. Tu seras en compagnie de notre camarade Fabien Escalona. Je vous rappelle l'adresse où vous pouvez nous écrire à l'airlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.